En mars 1996, 4 jeunes touristes ont disparu sans laisser de traces sur les pentes du volcan Popocatépetl. Pendant 18 ans, leurs familles ont vécu dans l'angoisse, ignorant ce qu'il était advenu de leurs proches. Ni les équipes de secours, ni les enquêteurs, ni même les guides les plus expérimentés n'ont pu trouver le moindre indice sur leur sort. Jusqu'à ce qu'en 2014, une découverte totalement inattendue bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur cette affaire. Un sac à dos émergea de la neige fondante, et son contenu allait révéler une vérité que personne n'avait envisagée. Comment est-il possible que pendant près de 2 décennies, personne n'ait trouvé la moindre trace de ces 4 jeunes hommes? La réponse vous laissera sans voix. Avant de poursuivre cette histoire troublante, si vous appréciez les cas réels et mystérieux comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous regardez l'émission. Nous sommes curieux de savoir où notre communauté est répartie dans le monde. Le Popocatépetl, affectueusement surnommé Don Goyo par les habitants de la région, culmine à 5426 mètres d'altitude, ce qui en fait le 2e plus haut sommet du Mexique. Cette montagne majestueuse, dont le nom signifie « montagne fumante » en nahuatl, est située à la frontière des États de Puebla, Mexique, et de Morlo, à environ 70 km au sud-est de Mexico. En 1996, la région montagneuse autour du Popocatépetl était une destination prisée des alpinistes et des randonneurs du monde entier. Les villes voisines Amecameca, Atlixco et Cholula servaient de point de départ à ceux qui cherchaient l'aventure et la conquête de ce géant volcanique. L'économie locale dépendait fortement du tourisme de montagne, avec des guides expérimentés, des maisons d'hôtes et des magasins d'équipements spécialisés pour les visiteurs nationaux et internationaux. Le printemps 1996 avait été particulièrement propice à l'alpinisme. Les conditions météorologiques étaient stables, avec des températures oscillant entre 15 degrés Celsius le jour et aux 5 degrés C la nuit aux plus hautes altitudes. Le vent était modéré et la visibilité excellente, attirant des alpinistes de tous niveaux. C'est dans ce contexte que 4 jeunes touristes décidèrent de se lancer dans ce qui serait leur dernière aventure connue. Leur nom était Carlos Jiménez, 24 ans, originaire de Guadalajara, Jalisco. Étudiant en génie civil à l'université de Guadalajara, il est passionné de photographie de montagne et méticuleux dans la planification de ses excursions. Ana Sofia Vega, 22 ans, originaire de Monterrey, Nuevo León. Étudiante en médecine à l'Institut technologique de Monterrey, elle était une athlète, course et natation, et on se souvenait de sa détermination et de sa prudence. Roberto Salinas, 26 ans, également originaire de Monterrey et cousin d'Ana Sofia. Technicien en informatique, il a suggéré ce voyage pour fêter sa récente promotion. Connu pour son humour contagieux. Maria Elena Castillo, 23 ans, originaire de Puebla. Professeur d'école primaire, connaisseur de la région et agent de liaison locale pour la logistique des voyages. Organisé et fiable. Les 4 hommes s'étaient rencontrés au sein de groupes d'alpinistes et avaient entrepris ensemble 2 petites excursions avant de choisir le Popocatépetl. Leur plan était ambitieux, mais pas téméraire, gravir le refuge de Tlamaca, établir un camp de base en fonction des conditions et tenter le sommet dans les jours suivants. Le vendredi 15 mars 1996, les 4 hommes arrivèrent à Amecameca dans la berline Volkswagen bleue de Carlos, immatriculée à Jalisco. Le temps était clair, avec des températures agréables et un vent léger. D'après les registres de l'hôtel San Carlos, où ils avaient passé la nuit, ils arrivèrent vers 16h30, après plusieurs heures de voyage. Ce soir-là, ils dînèrent au restaurant de l'hôtel, où plusieurs témoins les virent examiner des cartes topographiques et discuter de l'itinéraire. Le serveur Esteban Ruiz se souviendra plus tard que le groupe semblait bien préparé et enthousiaste. Ils avaient tout bien organisé, cartes, boussole, et même une radio portable. Ils avaient l'air d'alpinistes expérimentés. Le matin du samedi 16 mars, le temps était clair et froid. La météo à la station d'Amecameca annonçait 8 degrés Celsius à 6 heures, des vents de nord-est à 12 km/h et une excellente visibilité. À 6h45, ils prirent leur petit déjeuner à l'hôtel. La réceptionniste, Guadalupe Hernandez,
Lévi quittait le parking à 7h20 dans la Volkswagen de Carlos, en direction de Tlamaca. Il transportait de gros sacs à dos, du matériel de camping et des provisions pour plusieurs jours. À 8h15, ils arrivèrent au départ du sentier menant au refuge de Tlamaca, où ils laissèrent leur voiture à l'endroit prévu. D'après le registre du parc, ils signèrent le carnet d'ascension à 8h30, indiquant leur date de retour estimée, le mardi 19 mars. Le garde forestier de service, Aurelio Gomez, se souvenait d'avoir brièvement discuté avec eux. Ils m'ont dit qu'ils prévoyaient de camper à Tlamaca et peut-être de tenter le sommet si les conditions le permettaient. Ils avaient un bon équipement et semblaient savoir ce qu'ils faisaient. Rien ne m'inquiétait à ce moment-là. À 9h, ils ont officiellement commencé l'ascension. Le sentier menant au refuge est une randonnée d'environ 3 heures, avec un dénivelé positif d'environ 800 m. Le sentier est bien balisé et de difficulté moyenne, fréquenté par des randonneurs locaux et internationaux. Ce matin-là, d'autres alpinistes en descente rapportèrent avoir aperçu le groupe vers 10h30, au point connu sous le nom de « La Joya ». Ils progressaient bien, étaient en excellente condition physique et affichaient une attitude joyeuse. Ce serait la dernière fois que quelqu'un les verrait vivants. Samedi et dimanche se sont déroulés sans aucun incident signalé. Le temps est resté stable et les autres groupes d'alpinistes présents dans la région ce week-end n'ont pas signalé avoir aperçu les 4 jeunes hommes au refuge de Tlamaca ni dans les environs. Le mardi 19 mars, date prévue de leur retour, leurs familles ont commencé à s'inquiéter en l'absence de nouvelles. Carlos avait promis de téléphoner à Guadalajara dès leur retour de la montagne. Ana Sofia devait retrouver sa sœur à Monterrey le mercredi matin. Roberto devait se présenter au travail le mercredi, et Maria Elena devait retourner à l'école le lundi suivant. Le mercredi 20 mars, aucun des 4 hommes ne s'étant présenté à leur rendez-vous respectif, les familles ont commencé à téléphoner. La famille de Carlos a d'abord contacté la police d'Amecameca, signalant que leur fils n'était pas rentré d'une excursion prévue à Popocatépetl. La première réponse officielle est arrivée le jeudi 21 mars, lorsque le commandant de la police municipale d'Amecameca, Raúl Estrada, a organisé une recherche préliminaire. L'équipe a retrouvé la Volkswagen de Carlos exactement là où elle l'avait laissée, sur le parking du quartier de Tlamaca. Le véhicule était verrouillé et ne présentait aucun signe d'effraction ni de vandalisme. À l'intérieur, ils ont trouvé des cartes supplémentaires, un appareil photo de rechange et un sac contenant des vêtements de rechange ou des objets généralement laissés dans le véhicule lors d'excursions de plusieurs jours. Rien ne laissait présager un départ précipité ou une détresse. Le vendredi 22 mars, les premières recherches officielles ont été organisées. L'équipe était composée de policiers municipaux, de gardes forestiers de la zone naturelle protégée et de plusieurs guides locaux expérimentés. Ils ont commencé à suivre l'itinéraire habituel vers Tlamaca, examinant attentivement le sentier à la recherche d'indices. Au refuge de Tlamaca, ils n'ont trouvé aucune trace du groupe. D'autres alpinistes ont confirmé n'avoir pas vu le camp de 4 personnes, qui auraient été visibles depuis la zone du refuge. Cela a soulevé une première grande question, s'ils étaient arrivés au refuge comme prévu, pourquoi n'y avait-il aucune trace de leur présence? Les recherches se sont étendues à d'autres itinéraires autour du volcan. Les équipes ont fouillé le chemin menant au cratère, les chemins secondaires menant à Iztaccíhuatl et les ravins environnants. Elles ont utilisé des sifflets et des klaxons et crié les noms des disparus. L'écho de leur voix résonnait sur les parois rocheuses, mais elles n'ont reçu aucune réponse. Au cours des jours suivants, les recherches s'intensifièrent. Des bénévoles de clubs d'alpinisme de Mexico, Puebla et Morlo se joignirent au groupe. Le groupe mexicain de secours alpins, une organisation spécialisée en montagne, dépêcha une équipe de 6 secouristes équipés de moyens de communication avancés et de chiens pisteurs entraînés. Les chiens retrouvèrent les traces du groupe sur le sentier principal jusqu'à environ la moitié du refuge, mais la piste disparut mystérieusement près d'un petit ruisseau. Les maîtres chiens tentèrent de reprendre la piste depuis différents points, sans succès. Au cours de la première semaine d'avril, les autorités des États de Puebla et de Mexico se sont officiellement impliquées. Un centre de commandement conjoint a été établi à Amecameca, coordonnant les efforts des différentes juridictions partageant le territoire du Popocatépetl. Les agents de la région,
les gardes forestiers, les guides, les responsables des refuges, les vendeurs locaux et les transporteurs ont été longuement interrogés. Tous ont confirmé avoir vu les 4 jeunes hommes samedi matin, mais personne ne s'en souvenait après 10h30, près du refuge. Les enquêteurs ont également examiné les conditions météorologiques. Les relevés du service météorologique national n'ont confirmé aucun changement soudain, aucune tempête ni conditions défavorables pouvant expliquer un accident n'a été enregistré. Les températures sont restées dans les limites de la normale et les vents étaient modérés. Alors que les semaines passaient sans aucune découverte, diverses théories ont émergé. La première hypothèse était un accident survenu dans un ravin ou une crevasse cachée. Le terrain volcanique du Popocatépetl présente des formations rocheuses, des grottes et des dépressions invisibles depuis les sentiers principaux. Des recherches spécialisées ont été organisées, des spéléologues ont exploré des grottes connues et des alpinistes expérimentés ont descendu en rappel des ravins profonds. Cependant, ils n'ont trouvé aucune trace de chute récente, de matériel perdu ou de restes humains. La deuxième théorie suggérait que les jeunes hommes auraient emprunté un itinéraire alternatif sans le signaler. Des alpinistes expérimentés ont suggéré qu'ils auraient opté pour un itinéraire plus difficile jusqu'au sommet, contournant le refuge et optant pour une approche directe par la face nord du volcan. Cette hypothèse a conduit à des recherches exhaustives sur des itinéraires moins fréquentés, notamment des approches techniques nécessitant un équipement spécialisé. Là encore, aucune trace n'a été retrouvée. Une troisième hypothèse envisageait une activité criminelle. Bien que la zone fût relativement sûre en 1996, elle n'était pas exempte d'incidents criminels. Les enquêteurs ont évalué la possibilité d'enlèvement, de vol ou d'affrontement avec des groupes armés. Ils ont examiné les antécédents des travailleurs de la zone et les signalements d'activités suspectes au cours des semaines précédentes. L'enquête criminelle n'a révélé aucun élément de preuve lié à cette affaire. Durant cette période, plusieurs signalements d'observation se sont révélés être de fausses pistes. Une famille de touristes de Veracruz a affirmé avoir aperçu 4 jeunes hommes avec des sacs à dos près de Cholula, mais le groupe était totalement différent. Un commerçant a affirmé avoir vendu des provisions à un groupe présentant la même description, mais les dates ne correspondaient pas, et il est ensuite revenu sur ses dires. En l'absence d'explications concluantes, le mystère des 4 alpinistes disparus sur le Popocatépetl reste l'un des cas les plus énigmatiques de la région. Ces faux positifs ont apporté un espoir passager aux familles, mais ils ont également affaibli de précieuses ressources d'enquête. La disparition des 4 jeunes hommes a profondément bouleversé la vie de leur famille et de leur communauté. À Guadalajara, les parents de Carlos, dont Ernesto et Doña Carmen, devinrent d'infatigables militants, organisant des recherches indépendantes et faisant pression sur les autorités pour que l'affaire reste ouverte. Don Ernesto, qui travaillait comme contremaître dans une usine textile, profita de ses vacances annuelles pendant 5 années consécutives pour se rendre à Popocatépetl et organiser des recherches privées. Il engagea des guides expérimentés à ses frais, offrit des récompenses pour toute information et entretint des contacts réguliers avec d'autres familles de personnes disparues dans les montagnes mexicaines. Doña Carmen a sombré dans une profonde dépression qui a nécessité un traitement psychologique prolongé. Elle a cessé de cuisiner les plats préférés de Carlos, a conservé sa chambre dans l'état où elle l'avait laissée et a allumé une bougie chaque samedi, jour où son fils avait commencé sa dernière aventure. À Monterrey, la famille d'Anna Sofia traversa une crise. Sa sœur cadette, Patricia, abandonna temporairement ses études universitaires et s'installa chez ses parents pour les soutenir émotionnellement. La mère d'Anna Sofia, Doña Esperanza, s'accrochait à l'espoir que sa fille serait retrouvée vivante, refusant d'envisager la possibilité de sa mort. Son père, ingénieur à la retraite, se consacra à l'étude des cartes topographiques et des itinéraires de montagne, convaincu de pouvoir trouver un chemin que les enquêteurs avaient négligé. Il passa des heures à dessiner des itinéraires alternatifs possibles et à calculer les temps de trajet, une activité qui lui procurait un certain réconfort psychologique. Roberto, seul membre du groupe à occuper un emploi à temps plein, a immédiatement laissé un vide professionnel. Ses collègues de l'entreprise informatique ont organisé une collecte de fonds pour aider sa famille à couvrir ses frais de recherche et ont maintenu son poste pendant 6 mois, en attendant son retour. À Puebla,
la disparition de Maria Elena a eu un impact profond sur le milieu éducatif. Ces élèves de CM2 l'ont attendue pendant des semaines, réclamant chaque jour leur professeur préféré. Le directeur de l'école a organisé des services de prière et a tenu les parents informés des recherches. La communauté d'Amekameka a également été touchée, l'incident a suscité une certaine méfiance envers le tourisme de montagne, et certains commerces locaux ont signalé une baisse de fréquentation des randonneurs dans les mois qui ont suivi. Les guides professionnels ont mis en place des mesures de sécurité supplémentaires et ont commencé à exiger de leurs clients des itinéraires plus détaillés. En 1997, premier anniversaire de l'incident, les 4 familles s'unirent pour organiser des recherches coordonnées. Elles firent appel à une société d'enquête privée spécialisée dans les personnes disparues et investirent leurs économies familiales dans une opération de 2 semaines. L'entreprise utilisa une technologie plus avancée qu'en 1996, notamment des équipements de communication par satellite et des détecteurs de métaux ultra-sensibles. Elles passèrent systématiquement au peigne fin les zones précédemment explorées, partant du principe que des indices importants auraient pu être omis lors des premières recherches. Au cours de cette opération, ils ont découvert plusieurs objets métalliques enfouis dans la zone, des boîtes de conserve rouillées, des fragments d'équipements de montagne abandonnés et les restes de vieux feux de camp. Chaque découverte a suscité une vive émotion, mais aucune ne s'est avérée liée aux 4 personnes disparues. En 1998, un médium autoproclamé a contacté les familles, affirmant avoir eu des visions sur l'endroit où se trouvaient les jeunes hommes. Malgré leur scepticisme, le désespoir les a poussés à envisager toutes les possibilités. Le médium a dirigé des recherches vers une zone précise du volcan, mais aucune preuve n'a été trouvée. Cet épisode a créé des tensions entre les familles, les parents de Carlos et Ana Sofia étaient mécontents d'avoir investi du temps et des ressources dans ce qu'ils considéraient comme une perte de temps, tandis que ceux de Roberto et Maria Elena soutenaient que toute piste devait être explorée. En 1999, 3 ans après l'événement, un alpiniste expérimenté du nom d'Alejandro Ruiz a signalé la découverte des restes d'un feu de camp et de fragments de tissu dans une zone reculée du volcan. Cette découverte a brièvement relancé l'enquête officielle. Les fragments de tissu ont été envoyés à des laboratoires médico-légaux pour analyse. Le matériau était synthétique, conforme aux vêtements d'alpinisme de l'époque, mais il n'a pas été possible de déterminer s'il appartenait aux hommes disparus ou à d'autres randonneurs. Le feu de camp a également été analysé, des restes de charbon de bois indiquaient qu'il avait été allumé plusieurs années auparavant, coïncidant avec la disparition. Cependant, aucune preuve concluante ne permettait de le relier directement aux 4 jeunes hommes. Au fil des ans, l'affaire a commencé à s'estomper, mais elle n'a jamais complètement disparu de l'esprit des personnes impliquées. En 2001, 5 ans plus tard, une petite plaque commémorative a été apposée sur le parking de Tlaamaca. Financée par les familles et la communauté alpine mexicaine, elle portait les noms de Carlos, Ana Sofia, Roberto et Maria Elena, ainsi que la date de leur disparition, et l'inscription suivante, à la mémoire des alpinistes qui se sont lancés dans l'aventure éternelle le 16 mars 1996. La communauté des alpinistes a accueilli favorablement cet événement, rappelant les risques inhérents à leur activité. Les groupes de randonneurs ont organisé des cérémonies annuelles de commémoration et mis en place des protocoles de sécurité plus stricts, inspirés en partie par cette tragédie. Au cours des années 2000, de nouveaux rapports et théories ont émergé. En 2003, un guide local a signalé avoir trouvé les restes d'un sac à dos gravement endommagé, mais l'analyse a montré qu'il était trop vieux. En 2006, un géologue a suggéré que les jeunes hommes pourraient être tombés dans une crevasse qui s'est ensuite fermée en raison d'une activité sismique, bien que cette hypothèse n'ait jamais été vérifiée. Les parents âgés de Carlos ont continué à visiter le volcan chaque année jusqu'en 2008. Leur santé déclinante les a empêchés de poursuivre les recherches physiques, mais ils ont maintenu le contact avec d'autres familles de personnes disparues et avec des groupes de randonneurs qui ont juré de garder vivant le souvenir de l'affaire. En 2009, pour marquer le 13e anniversaire de la disparition, les autorités locales ont organisé une cérémonie spéciale. Des représentants des 4 États concernés, des membres des familles survivantes et des membres de la communauté alpine y ont assisté. Un petit jardin commémoratif a été aménagé près de l'endroit où les disparus avaient signé le registre pour la dernière fois. Dans les années qui ont suivi l'événement,
Popocatépetl a subi des changements importants qui ont affecté à la fois le paysage et les activités touristiques, rappelant à tous la marque indélébile de cette tragédie. En 1994, le volcan a entamé une période de regain d'activité après des décennies de calme relatif, et cette activité a continué de s'intensifier tout au long des années 2000. De petites éruptions et l'émission constante de cendres et de gaz ont modifié certaines caractéristiques du terrain. De nouvelles couches de cendres volcaniques ont recouvert les sentiers établis, et certains itinéraires traditionnels ont été modifiés pour des raisons de sécurité. Ces changements géologiques ont ravivé les spéculations sur le sort des 4 individus disparus. Certains géologues ont suggéré que des traces visibles en 1996 auraient pu être enfouies sous des couches de cendres volcaniques accumulées au fil des ans. En 2012, l'augmentation de l'activité volcanique a conduit les autorités à restreindre temporairement l'accès à certaines zones du volcan. Durant cette période de restriction, des survols en hélicoptère ont été effectués pour surveiller l'activité géologique, et les pilotes ont reçu pour instruction de signaler toute trace d'activité humaine ancienne ou de vestiges pouvant être liés à des disparitions historiques. Ces survols n'ont pas révélé de preuves liées à l'affaire de 1996, mais ils ont confirmé que le paysage avait considérablement changé, les zones explorées de manière exhaustive lors des premières recherches avaient désormais un aspect radicalement différent en raison des dépôts volcaniques. En février 2014, après un hiver particulièrement rigoureux, les températures ont commencé à augmenter plus rapidement que la normale dans la région du Popocatépetl. Le changement climatique avait commencé à affecter les conditions météorologiques de la région, générant des périodes de fonte plus intenses et accélérées. Miguel Ángel Serrano, guide de montagne de 45 ans, travaillant dans la région depuis plus de 20 ans, décida d'entreprendre une excursion de reconnaissance pour évaluer l'état des sentiers après le dégel. Miguel avait participé aux recherches initiales de 1996 et connaissait parfaitement les moindres recoins du volcan. Le matin du 8 mars 2014, Miguel quitta Amecamecato avec l'intention d'explorer un itinéraire peu fréquenté menant à la face nord-ouest du volcan. Cet itinéraire, connu localement sous le nom de Sentier des Anciens, était traditionnellement emprunté par les chasseurs-cueilleurs locaux avant l'établissement des itinéraires touristiques officiels. Miguel l'avait choisi car la fonte des neiges avait été particulièrement intense dans cette zone et il souhaitait vérifier si de nouveaux dangers étaient apparus ou si des sentiers secondaires avaient été découverts après des années de blocage par la neige et la glace. Vers 11h30, alors qu'il parcourait une zone où de petits ruisseaux d'eau de fonte avaient creusé de nouveaux chenaux, Miguel remarqua quelque chose d'inhabituel. L'eau avait érodé une partie du sol, créant un petit ravin qui n'existait pas lors de ses précédentes randonnées. En zoomant pour examiner l'érosion, il vit quelque chose qui le fascina, partiellement enfoui dans les sédiments humides se trouvait un coin de ce qui était manifestement un sac à dos de randonnée. Le matériel était décoloré et détérioré, mais reconnaissable. Miguel avait trouvé suffisamment d'objets abandonnés par les alpinistes pour savoir que toutes les découvertes n'étaient pas significatives, cependant, la position et l'état de ce sac à dos lui donnèrent immédiatement un sentiment d'importance. Il était enterré d'une manière qui suggérait qu'il était là depuis longtemps, et non simplement abandonné récemment. Miguel prit plusieurs photos sous différents angles avant de le toucher. Son expérience lui avait appris que les découvertes importantes doivent être soigneusement documentées avant d'être perturbées. À l'aide de son GPS portable, il enregistra les coordonnées exactes de la découverte, 19°02.1.13 n, 98°3827.6 Avec une extrême précaution, il commença à creuser autour du sac à dos à l'aide d'une petite pelle d'entretien des sentiers. Le sac à dos était plus profondément enfoui qu'il n'y paraissait. En l'extrayant, il constata qu'il était vert foncé, un modèle courant des années 1990. Étonnamment bien conservé, il présentait une décoloration et quelques légères déchirures, mais sa structure générale était intacte. Les fermetures éclairs étaient corrodées, mais toujours fonctionnelles. Miguel sentit son cœur s'emballer en examinant le panneau avant, où se trouvait une plaque d'identification à peine visible. D'une main tremblante, il essuya soigneusement la saleté jusqu'à ce qu'il lise le nom écrit à l'encre délavée, Carlos Jiménez, Guadalajara, Jalisco. La révélation le frappa comme un éclair, il reconnut le nom de l'un des 4 jeunes hommes disparus en 1996. Il a pris d'autres photos, dont la plaque d'identification.
Puis, avec son téléphone portable, il a tenté de contacter les autorités locales. Le signal était faible, mais il a réussi à joindre la police municipale d'Amekameka. « Je dois signaler une découverte importante », a déclaré Miguel à l'agent de service. « Je crois avoir trouvé des preuves concernant les 4 jeunes hommes disparus en 1996. » L'agent était initialement sceptique, il avait reçu des signalements similaires qui se sont avérés être de faux positifs. Cependant, lorsque les coordonnées GPS exactes lui ont été fournies et que la balise a été décrite, son ton a changé. Restez sur place. Ne touchez à rien d'autre et ne laissez personne s'approcher. Nous enverrons une équipe immédiatement. Miguel a passé les 2 heures suivantes à côté de la découverte, la protégeant de la curiosité des autres randonneurs et examinant soigneusement la zone à la recherche de preuves supplémentaires, sans rien toucher. Vers 14h15, la première équipe d'intervention, composée de 2 agents municipaux et d'un enquêteur du bureau du procureur général de l'État de Puebla, est arrivée. Compte tenu de l'importance historique potentielle de l'affaire, les autorités de l'État ont été immédiatement mobilisées. L'enquêteur Fernando Ramos, qui avait travaillé sur l'affaire initiale de 1996, a immédiatement compris les implications et a ordonné la mise en place d'un périmètre de sécurité en attendant les experts médico-légaux. L'après-midi du 8 mars s'est transformé en véritable opération d'enquête. Le docteur Hector Moral, anthropologue judiciaire de l'UNAM et spécialiste des disparitions en milieu montagneux, a été contacté. Il est arrivé sur place vers 18h, accompagné de 2 assistants et de matériel de fouille médico-légale. Ils ont établi un protocole rigoureux, documentant chaque étape par des photographies et des mesures précises. L'analyse initiale du sac à dos a révélé plusieurs objets importants. Outre l'étiquette de Carlos, ils ont découvert un appareil photo partiellement endommagé, un journal intime emballé sous plastique, des cartes topographiques de la région et des effets personnels que les familles identifieraient plus tard. Le journal, bien qu'abîmé par l'humidité, contenait des notes datées de mars 1996. La dernière inscription lisible, datée du 16 mars, disait « Journée idéale pour l'ascension. Nous sommes tous impatients. » Anna a trouvé sur la carte un itinéraire alternatif qui pourrait être plus intéressant que l'itinéraire traditionnel. Cette entrée a fourni le premier véritable indice sur ce qui s'était passé lors des premières recherches. Personne n'avait envisagé que le groupe avait délibérément emprunté un itinéraire alternatif non documenté. Les fouilles se sont poursuivies pendant plusieurs jours encore, sous une surveillance médico-légale stricte. La zone où le sac à dos a été retrouvé a été divisée en un quadrillage systématique, et chaque section a été soigneusement fouillée. À mesure que les fouilles s'approfondissaient, de nouvelles traces sont apparues. À 1,5 m du sac à dos original, ils ont découvert les restes d'un second sac à dos, celui de Maria Elena. D'après une identification brodée à l'intérieur, ce sac à dos contenait des vêtements personnels, du matériel de premier secours et une radio portable trop endommagée pour fonctionner. La découverte d'un second sac à dos a confirmé leur localisation exacte et suggéré que les 4 jeunes hommes se trouvaient à cet endroit précis. Cependant, cela a soulevé de nouvelles questions. Pourquoi leurs affaires étaient-elles enterrées dans une zone qui ne correspondait à aucun de leurs itinéraires connus? Le docteur Moral et son équipe ont procédé à une analyse géologique des environs. Ils ont découvert que la zone avait subi un glissement de terrain important par le passé, comme en témoignent des couches de sédiments clairement différenciées et la présence de gros blocs rocheux ne correspondant pas à la formation géologique locale. L'analyse stratigraphique indiquait que le glissement de terrain s'était produit environ 15 à 20 ans plus tôt, coïncidant temporellement avec la disparition. Cette révélation a permis de mieux cerner ce qui avait pu se passer. L'hypothèse qui se dessinait suggérait que les 4 jeunes hommes avaient bel et bien emprunté un autre itinéraire, peut-être en suivant la suggestion mentionnée dans le journal de Carlos. Cet itinéraire les avait conduits dans une zone géologiquement instable où un glissement de terrain s'est produit, les ensevelissant ainsi que leurs biens. Pour vérifier cette théorie, des géologues de l'Université autonome de Puebla ont été mobilisés. À l'aide d'un géoradar, ils ont cartographié la composition du sous-sol sur une zone de 100 mètres carrés autour du site de la découverte. Les résultats du radar ont été exceptionnels.
Ils ont détecté des anomalies dans le sous-sol suggérant la présence d'objets artificiels à des profondeurs comprises entre 2 et 4 mètres. Leur forme et leur dimension correspondaient à celles d'équipements de camping, de possibles restes humains et d'autres objets pouvant appartenir aux personnes disparues. Alors que les fouilles se poursuivaient, les autorités se sont retrouvées confrontées à la délicate tâche de contacter les familles des disparus. 18 ans s'étaient écoulés depuis la disparition initiale, et la situation de chaque famille avait considérablement évolué. Les parents de Carlos, dont Ernesto et Doña Carmen, âgés respectivement de 75 et 73 ans, ont reçu l'appel à leur domicile de Guadalajara le matin du 10 mars. Don Ernesto, qui avait gardé espoir pendant près de 2 décennies, a éprouvé un mélange complexe de soulagement et de chagrin renouvelé. « J'ai toujours su qu'un jour nous connaîtrions la vérité », a-t-il dit à sa femme après avoir raccroché. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si douloureux après toutes ces années. La famille d'Anna Sofia à Monterrey a accueilli la nouvelle avec des réactions similaires. Sa sœur, Patricia, désormais mariée et mère de famille, a immédiatement pris des dispositions pour se rendre à Popocatépetl. Sa mère, Doña Esperanza, qui avait passé des années à osciller entre espoir et résignation, a senti qu'elle pouvait enfin entamer un véritable processus de deuil. La famille de Roberto a connu une réaction différente. Ses parents étaient décédés respectivement en 2008 et 2011, sans jamais connaître le sort de leur fils. Ses frères et sœurs, désormais adultes et pères de famille, ressentaient un mélange de gratitude pour la résolution du conflit et de tristesse, car leurs parents n'avaient pas vécu assez longtemps pour connaître la vérité. Maria Elena était fille unique et ses parents étaient également décédés ces dernières années. Ce sont ses cousins, qui avaient préservé leurs souvenirs, qui reçurent la notification officielle. Ils organisèrent immédiatement une réunion de famille pour décider de la suite à donner aux découvertes. Les fouilles du 12 mars ont révélé la découverte la plus importante à ce jour. À environ 3 mètres de profondeur, l'équipe médico-légale a découvert des restes humains partiels ainsi que du matériel de camping datant clairement de 1996. Les restes étaient dans un état permettant une analyse médico-légale, bien qu'ils aient été affectés par près de 2 décennies d'exposition aux éléments naturels et à la pression sédimentaire. Le docteur Moral a confirmé que les restes correspondaient à ceux de jeunes adultes et que leur position suggérait qu'ils avaient été enterrés subitement, et non intentionnellement. Outre les restes, d'autres objets ont été découverts, apportant un éclairage supplémentaire sur les derniers instants du groupe, une lampe de poche contenant encore des piles corrodées, les restes d'une tente compactée et des fragments d'un réchaud de camping portable. La disposition de ces objets suggère que le groupe était en train d'installer son campement au moment du glissement de terrain. Les objets étaient dispersés selon un schéma suggérant un mouvement soudain et chaotique, typique d'une catastrophe naturelle soudaine. La découverte la plus émouvante fut celle d'un appareil photo en meilleur état que le premier. Il se trouvait dans un boîtier hermétique qui l'avait protégé des intempéries. Les techniciens médico-légaux ont exprimé un optimisme prudent quant à la possibilité de récupérer des images du film. Au fil des fouilles, d'autres objets personnels ont été découverts, dressant un tableau intime des derniers instants du groupe. Une montre-bracelet arrêtée à 2h47 a fourni un indice crucial sur l'heure approximative du glissement. Un petit carnet de terrain appartenant à Maria Elena contenait des observations sur la flore locale qu'elle avait documentée pendant l'ascension. Parmi les documents les plus poignants figurait une lettre cachetée qu'Anna Sofia avait écrite à ses parents, apparemment dans l'intention de l'envoyer après son retour de voyage. L'enveloppe, bien que tachée et détériorée, avait conservé son contenu lisible. La lettre exprimait son enthousiasme pour l'aventure et ses projets d'avenir après l'obtention de son diplôme de médecine. Les restes humains ont été transférés au laboratoire médico-légal de l'Institut de médecine légale de Puebla pour une analyse détaillée. L'identification comprenait des comparaisons dentaires, des analyses ADN et l'examen des effets personnels retrouvés avec chaque reste. Les dossiers dentaires des 4 personnes disparues avaient été conservés par leur famille pendant toutes ces années, précisément en prévision d'une telle éventualité. Les premières analyses ont confirmé que les restes appartenaient bien aux 4 jeunes disparus en 1996. L'analyse ADN, bien que plus complexe en raison de la détérioration des échantillons, a apporté une confirmation supplémentaire. Les familles ont fourni des échantillons de référence,
et les résultats ont été corrélés positivement avec les restes retrouvés. L'appareil photo a fait l'objet d'une attention technique intense. Des spécialistes en récupération de supports de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire ont été consultés afin de déterminer s'il était possible d'extraire des images du film exposé. Le processus de développement a nécessité des techniques spécialisées en raison de la détérioration du matériel photographique. Le film avait été exposé à l'humidité et aux variations de température pendant 18 ans, ce qui avait entraîné une dégradation importante de l'émulsion photographique. Cependant, grâce à des techniques avancées de développement médico-légal, les techniciens ont pu récupérer partiellement plusieurs images documentant les derniers jours du groupe. Les photographies retrouvées montraient le groupe dans un excellent état d'esprit, profitant de l'ascension et immortalisant la beauté des paysages du volcan. 14 images partielles ont été récupérées à partir d'un film original de 36 poses. Les premières photos montraient le groupe se préparant à quitter Amekameka, sac à dos chargé et expression d'impatience. D'autres images documentaient l'ascension, notamment des prises de vue du sentier, du paysage volcanique et de moments de repos où le groupe partageait de la nourriture et plaisantait. Les dernières images montraient l'installation d'un campement à un endroit désormais identifiable comme le lieu du glissement de terrain. Une photo montre Roberto et Carlos travaillant ensemble à l'installation de la tente, tandis qu'une autre montre Maria Elena préparant le dîner sur le réchaud portatif. Une image particulièrement révélatrice montre Anna Sofia pointant une formation rocheuse du doigt, une carte à la main. Le sourire sur son visage contrastait douloureusement avec la conscience de ce qui allait se passer peu après la prise de cette photo. À l'arrière-plan, on pouvait apercevoir la formation rocheuse instable qui allait plus tard s'effondrer sur le camp. La dernière photo récupérable a apparemment été prise dans l'après-midi du samedi 16 mars. On y voit le groupe réuni autour d'un petit feu de camp, tandis que le soleil se couchait derrière les montagnes. Leurs visages étaient illuminés par le feu, et tous semblaient détendus et heureux après une journée d'escalade réussie. Grâce à toutes les preuves disponibles, les enquêteurs ont finalement pu reconstituer une séquence probable d'événements expliquant la disparition survenue 18 ans plus tôt. Le groupe avait bel et bien suivi l'itinéraire alternatif mentionné dans le journal de Carlos. Cet itinéraire, qui ne figurait pas sur les cartes officielles mais était connu de certains alpinistes expérimentés, promettait des vues plus spectaculaires et moins de monde que l'itinéraire habituel menant au refuge de Tlamaka. L'itinéraire alternatif les avait conduits vers la face nord-ouest du volcan, suivant un ancien sentier qui, en 1996, n'était ni officiellement balisé ni entretenu. Cette zone était géologiquement moins stable que les routes principales, mais ce fait était peu connu à l'époque. D'après l'analyse des photographies et des indices physiques, le groupe y était arrivé vers 16h30 le samedi 16 mars. Ils avaient choisi d'établir leur campement sur un petit plateau naturel offrant une protection contre le vent et une vue exceptionnelle sur la vallée environnante. L'emplacement du camp, bien que pittoresque, se trouvait juste sous une formation rocheuse fracturée, fragilisée par des années d'activité volcanique mineure et d'érosion. Les chercheurs ont déterminé que les signes d'instabilité géologique étaient visibles pour les experts, mais pas pour les grimpeurs amateurs. Les preuves géologiques et l'horloge arrêtée suggèrent que le glissement s'est produit tôt le matin du dimanche 17 mars, plus précisément vers 2h47. L'analyse sismique historique a confirmé qu'il y avait eu une activité sismique mineure dans la région pendant cette nuit-là, suffisante pour déstabiliser la formation rocheuse déjà fragile où ils avaient campé. Le séisme, d'une magnitude de 3,2 sur l'échelle de Richter enregistrée par les stations de surveillance volcanique, avait été considéré comme mineur et n'avait déclenché aucune alerte. Il a cependant suffi à provoquer l'effondrement de la formation rocheuse instable située juste au-dessus du camp. L'analyse médico-légale a révélé que le glissement de terrain avait été soudain et massif. Environ 200 tonnes de roches volcaniques, de terre et de sédiments s'étaient déversées sur le camp en quelques secondes. La position des débris suggérait que les 4 jeunes hommes dormaient sous leur tente au moment de la catastrophe. Le glissement de terrain avait été suffisamment important pour ensevelir complètement le camp et ses occupants sous plusieurs mètres de roches, de terre et de sédiments volcaniques. La soudaineté de l'événement expliquait pourquoi ils n'avaient pas eu le temps de s'échapper ni d'appeler à l'aide avec leur radio portable. L'emplacement du glissement de terrain expliquait également pourquoi les recherches initiales n'avaient trouvé aucune preuve.
La zone se trouvait hors des itinéraires de recherche habituels, car elle n'apparaissait sur aucune carte officielle comme zone de camping. De plus, après le glissement de terrain, la zone avait pris un aspect naturel qui ne suggérait aucune activité humaine récente. Les familles des 4 jeunes hommes ont vécu un mélange complexe d'émotions lorsqu'elles ont enfin appris la vérité sur le sort de leurs proches. Après 18 ans d'incertitude, elles avaient des réponses, mais elles ont également dû faire face à la douleur renouvelée d'une perte avérée. Don Ernesto et Doña Carmen ont fait le voyage depuis Guadalajara pour assister aux dernières fouilles. Don Ernesto, désormais frêle mais déterminé, est resté sur place pendant des heures, observant le travail des experts médico-légaux avec un mélange de fascination et de douleur. Enfin, nous savons qu'ils n'ont pas souffert, a-t-il dit à sa femme un après-midi alors qu'ils observaient le volcan depuis leur hôtel à Amecameca. Ils faisaient ce qu'ils aimaient, et c'est arrivé rapidement. Cela me procure une certaine sérénité. Doña Carmen a trouvé un réconfort particulier dans les photographies retrouvées. Voir ses sourires sur ces dernières photos me rappelle combien Carlos était heureux, a-t-elle déclaré, tenant des copies des images développées. Il est mort heureux, en faisant ce qu'il aimait. La famille d'Anna Sofia a organisé une cérémonie privée sur le lieu de la découverte. Patricia, aujourd'hui âgée de 42 ans et mère de 3 enfants, a lu une lettre qu'elle avait écrite à sa sœur des années auparavant, mais qu'elle n'avait jamais pu lui remettre. Ses propres enfants, qui n'avaient jamais connu leur tante, ont déposé des fleurs sauvages de la région à l'endroit où elle avait été trouvée. Anna a toujours rêvé de devenir médecin pour aider les autres, a déclaré Patricia lors de la cérémonie. Même si elle n'a pas pu réaliser ce rêve, son souvenir nous a aidés à comprendre l'importance de la sécurité en montagne. D'une certaine manière, elle continue d'aider les autres. La famille de Roberto, représentée par ses 2 jeunes frères, a éprouvé un mélange de soulagement et de tristesse renouvelée. Nos parents sont morts sans savoir ce qui était arrivé à Roberto, a déclaré son jeune frère, Eduardo. Cela nous fait mal qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour avoir ces réponses, mais nous sommes aussi heureux de pouvoir enfin honorer leur mémoire comme il se doit. La famille de Maria Elena, composée de ses cousins et d'anciens collègues de l'école où elle enseignait, a organisé une réunion spéciale. Ils ont partagé des souvenirs et lu quelques-uns des écrits sur la nature qu'elle avait laissés dans son carnet de terrain récupéré. Les restes ont finalement été remis aux familles pour une inhumation digne, une fois les analyses médico-légales terminées. Chaque famille a choisi sa propre façon d'honorer ses proches, créant ainsi un héritage reflétant les passions et la personnalité des jeunes disparus. Les parents de Carlos ont créé une bourse universitaire pour les étudiants en ingénierie intéressés par la sécurité en montagne. Carlos était toujours méticuleux dans sa planification, explique Don Ernesto. Nous voulons que les futurs ingénieurs apprennent à rendre la montagne plus sûre pour tous. La famille d'Anna Sofia a fait un don pour améliorer les protocoles de sécurité du parc national, notamment en améliorant la signalisation des itinéraires dangereux et les postes de communication d'urgence dans les zones reculées. Elle a également mis en place un programme de bourse pour les étudiants en médecine en milieu rural. Les frères de Roberto ont créé une fondation pour aider les familles de personnes disparues en montagne, en leur fournissant des ressources pour des recherches spécialisées et un soutien psychologique en période d'incertitude. Roberto a toujours veillé sur tout le monde, se souvient Eduardo. Cette fondation perpétue cet esprit. La famille de Maria Elena a collaboré avec les autorités éducatives de Puebla pour créer un programme de sensibilisation à la sécurité en montagne destiné aux enseignants et aux élèves, honorant ainsi sa mémoire par sa passion pour l'enseignement. Ce programme comprenait des excursions pédagogiques encadrées et des cours d'identification des risques naturels. L'affaire des 4 jeunes disparus du Popocatépetl est devenue une étude importante pour la communauté des alpinistes mexicains. Les enseignements tirés ont permis d'améliorer considérablement les protocoles de sécurité et de communication pour les randonneurs sur les volcans actifs. La zone où s'est produit le glissement de terrain a été officiellement désignée zone géologique à haut risque, et des panneaux d'avertissement en plusieurs langues ont été installés pour alerter les futurs visiteurs des dangers des sentiers non officiels. Le docteur Moral a publié une étude détaillée de l'affaire dans le Mexican Journal of Forensic Medicine, soulignant l'importance de prendre en compte les facteurs géologiques dans les enquêtes sur les disparitions en zone volcanique.
Son travail est devenu une référence pour des cas similaires dans d'autres régions du monde. Miguel Ángel Serrano, le guide qui avait trouvé le premier sac à dos, a continué à travailler sur le volcan, tout en devenant un ardent défenseur de la sensibilisation aux risques géologiques. Retrouver ce sac à dos a changé ma vie, se souvient Miguel des années plus tard. Cela m'a fait comprendre que les montagnes recèlent toujours des secrets et que nous, guides, avons la responsabilité de protéger ceux qui viennent les explorer. La plaque commémorative originale a été remplacée par un monument plus élaboré qui comprenait non seulement les noms des 4 jeunes hommes, mais également des informations éducatives sur la sécurité en montagne et les risques spécifiques du Popocatépetl. Les responsables du parc ont mis en place un système d'enregistrement plus détaillé et obligatoire, exigeant des randonneurs qu'ils précisent leurs itinéraires précis et qu'ils soient équipés d'un GPS lorsqu'ils s'écartent des sentiers établis. Des points de contrôle supplémentaires ont également été installés pour suivre la progression des groupes sur les itinéraires moins fréquentés. L'histoire de Carlos, Ana Sofia, Roberto et Maria Elena est entrée dans le folklore local du Popocatépetl. Des guides expérimentés la racontaient aux visiteurs pour leur rappeler que même les alpinistes entraînés et expérimentés peuvent être confrontés à des dangers imprévisibles en montagne. Cette affaire a également inspiré des améliorations dans les technologies de sauvetage et de communication. Des tours de communication supplémentaires ont été installés à des endroits stratégiques du volcan, et des protocoles améliorés ont été élaborés pour les recherches dans les zones géologiquement instables. Chaque mois de mars, à l'occasion de l'anniversaire de leur disparition, les alpinistes locaux organisent une randonnée commémorative suivant la route sur Vertlamaca, honorant la mémoire des 4 jeunes hommes et renouvelant leur engagement envers des pratiques d'alpinisme responsables. Au cours de ces randonnées, des témoignages de disparus sont partagés et des techniques de sécurité sont enseignées aux nouveaux alpinistes. L'Université nationale autonome du Mexique a mis en place un programme de recherche sur l'alpinisme volcanique et la sécurité, en partie inspiré par ce cas. Le programme étudie l'interaction entre l'activité humaine et les risques géologiques sur les volcans actifs, s'efforçant ainsi de prévenir des tragédies similaires. Ce cas nous montre comment la nature peut garder des secrets pendant des décennies et comment la persévérance et la technologie moderne peuvent enfin révéler des vérités qui semblaient perdues à jamais. Cela nous rappelle également que les montagnes, aussi belles soient-elles, méritent notre respect absolu et une préparation minutieuse. L'histoire de Carlos, Ana Sofia, Roberto et Maria Elena nous rappelle que derrière chaque statistique d'alpinisme se cachent des personnes bien réelles, avec des familles qui les aiment, des rêves à réaliser et des aventures à vivre. Leur héritage ne se résume pas seulement à la tragédie de leur disparition, mais aussi aux améliorations de sécurité que leur histoire a inspirées. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous pu imaginer qu'un glissement de terrain naturel soit à l'origine du mystère qui a duré 18 ans? Connaissez-vous des cas similaires où la nature a fini par révéler ses secrets? Comment pensez-vous que les familles auraient réagi pendant ces longues années d'incertitude? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette enquête approfondie sur l'un des mystères les plus tenaces de l'alpinisme mexicain vous a impressionné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir d'autres cas comme celui-ci. Aimez si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie les histoires vraies de mystère et de résolution. La semaine prochaine, nous explorerons un autre cas fascinant de disparition dans les montagnes d'Amérique latine. D'ici là, rappelez-vous, les montagnes sont belles, mais ne sous-estimez jamais leur pouvoir.